C'était une simple bague en bronze. Nous l'avons découverte dans la poussière, dans une pièce qui était restée intacte pendant 2000 ans. À première vue, rien de spécial. Pas d'or, pas de pierres précieuses. Juste du métal, terni par le temps. Mais un portrait était gravé sur sa surface. Un visage, ce n'était pas le profil idéalisé d'une pièce de monnaie, mais des traits qui semblaient transmettre un regard vivant. Et ce regard, il ne portait pas seulement le souvenir de la grandeur passée. Il portait en lui le silence des siècles et le pressentiment de quelque chose de sombre. Quelque chose qui n'est pas écrit dans les livres d'histoire. Cet humble objet, qui avait peut-être touché sa peau, s'est avéré être la clé. Pas la clé d'un trésor, mais celle d'un mystère, un mystère qui dormait sous les sables d'Égypte. Et maintenant, il commençait à se réveiller, par un murmure qui glaçait le sang. Le désert égyptien, terre de mystères anciens et d'énigmes non résolues, cachait son trésor sous un soleil de plomb, presque oublié par le temps. Le temple de Taposiris Mania, majestueux mais à moitié en ruine, se dressait comme un gardien silencieux sur les rives de la Méditerranée. Il ne promettait de révéler que des miettes de son glorieux passé. Mais une équipe d'archéologues n'était pas venue ici pour des miettes. Ils avaient un espoir audacieux, presque insensé. Trouver le tombeau perdu de la plus grande reine de l'Antiquité, Cléopâtre. Des années de travail, des fouilles épuisantes sous une chaleur impitoyable, le scepticisme des collègues, tout cela n'était que le prélude au moment qui allait changer à jamais notre compréhension de l'histoire. Les méthodes habituelles ne donnaient aucun résultat. Les pelles et les pinceaux étaient impuissants face à l'épaisse couche de terre accumulée pendant des siècles sur les ruines. Il fallait une nouvelle stratégie, un moyen de voir sous terre, là où la lumière du soleil ne pénétrait pas. C'est alors que la technologie est entrée en jeu. Un géoradar moderne, un appareil capable de voir à travers les couches de terre, comme une radio voit à travers le corps. À chaque pas lent de l'appareil sur le sol aride, le cœur battait plus vite. C'était le moment de vérité. Soit l'appareil ne montrerait que des pierres et du sable, soit quelque chose d'absolument incroyable. Et soudain, un signal. Flou, à peine visible sur l'écran, mais il était là. Profondément sous terre, l'appareil avait détecté un vide. Ce n'était pas une grotte naturelle, non, mais quelque chose avec des contours clairs, comme s'il y avait un espace artificiel. Était-ce possible? Était-ce le signe tant attendu? Le sentiment était surréaliste, un mélange d'excitation folle et de peur glaçante. Et si c'était une fausse alerte? Le vide d'une vieille cave effondrée? Mais l'intuition, ce sentiment qui guide les vrais chercheurs, criait « Creusez! Creusez ici !» Une nouvelle étape a commencé, difficile, physiquement éprouvante. Sous un soleil de plomb, en respirant la poussière des siècles, l'équipe avançait lentement, centimètre par centimètre, vers le bas. Les jours se sont transformés en semaines. L'espoir s'embrasait puis s'éteignait. Chaque coup de pioche, chaque sac de terre rempli était un pas dans l'inconnu. Chez les plus sceptiques, des questions se posaient. Et si nous nous étions trompés? Et si ce n'était que du vide? Mais ceux qui y croyaient continuaient de travailler, guidés non seulement par la science, mais par une conviction presque mystique. Ils sentaient qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose de colossal. Et puis, lors d'une de ces longues journées, la houle n'a pas heurté de la terre molle, mais quelque chose de dur. Le son était sourd, différent de celui d'une pierre. C'était, de la pierre taillée. Les cœurs se sont arrêtés. De leurs mains tremblantes, ils ont commencé à dégager la terre tout autour. Lentement, progressivement, des contours sont apparus. C'était une porte, taillée dans la roche, cachée du monde pendant des milliers d'années. Mais ce n'était pas une porte ordinaire. Toute sa surface était couverte de symboles. Des symboles anciens et mystérieux. Une fois la poussière enlevée, une scène incroyable s'est révélée. Sur la pierre, deux mondes s'entremêlaient, le grec et l'égyptien. Il y avait d'anciens hiéroglyphes égyptiens, parlant de Dieu et de Pharaon, et à côté, d'élégantes lettres grecques, la langue de l'époque des Ptolémées. Et c'est là qu'ils ont remarqué quelque chose de vraiment choquant. Un symbole, puis un autre. Ils les connaissaient. Incroyablement, ces signes, ces combinaisons de motifs grecs et égyptiens, correspondaient exactement à ceux frappés sur les pièces de monnaie de Cléopâtre. Sur ces mêmes pièces qui circulaient à son époque et qui la représentaient souvent elle-même. C'était comme une signature laissée à travers les siècles. Une preuve claire, stupéfiante, qui pointait directement vers elle. Tous les doutes se sont envolés en un instant. Cette porte menait à un lieu lié à Cléopâtre. Mais où exactement? Un tombeau? Une pièce secrète? L'adrénaline était à son comble. Qu'est-ce qui les attendait de l'autre côté? Quel secret? Quel trésor? Et peut-être, quelle terrible malédiction? Le cœur battant, surmontant la peur de l'inconnu et l'émerveillement face à l'histoire, ils se sont préparés à ouvrir cette porte vers le passé. Qu'y avait-il derrière, caché dans l'obscurité depuis plus de 2000 ans?
La seule réponse était de faire un pas en avant. Pas après pas, ils avançaient en profondeur, se frayant un chemin à travers des millénaires de poussière. Le couloir n'était pas seulement étroit, il semblait comprimer les poumons, forçant à respirer l'histoire elle-même, dense et lourde. Et les murs. Oh, ces murs. Ils portaient les traces d'une ancienne splendeur, des fresques, pâles, mais conservant encore des échos de couleurs. Elles montraient des scènes d'un monde disparu bien avant le nôtre. Chaque centimètre de ce passage était un écho du passé, un murmure des jours révolus. Ce n'était pas juste une exploration. C'était une intrusion dans un lieu sacré, au cœur même du mystère que les anciens voulaient nous cacher. Et à chaque pas, la tension montait. Qu'est-ce qui les attendait au bout? Le vide? Une totale déception? Ou quelque chose de complètement différent? Et soudain, stop, quelque chose n'allait pas. L'un des murs ne semblait pas solide. Il semblait céder? Un frisson d'anticipation parcourut les nerfs. C'était le moment pour lequel ils avaient passé des années à chercher, des années de doute et de moquerie. L'instant où le monde entier semblait s'être arrêté, réduit à cet unique endroit, à cet unique obstacle. Et voilà qu'il commençait à bouger. Avec un grincement et un crissement, les anciennes pierres ont cédé, ouvrant un passage. Un passage vers l'inconnu, un passage à travers le temps lui-même. Et c'est là que nous l'avons vu. La chambre, pas juste un espace vide, mais une véritable capsule temporelle, scellée et intacte. L'air à l'intérieur était différent. Stagnant, lourd, mais pur, sans aucune trace de pillard. Imaginez seulement, pendant des milliers d'années, des mains avides avaient fouillé les tombes, les vidant, effaçant l'histoire. Mais cette chambre, elle avait attendu. Elle nous avait attendu, aucune trace d'effraction, pas de poterie brisée, pas de bijoux éparpillés. Seulement un calme sacré, inviolé. C'était un véritable miracle, un miracle incroyable qui défiait les pilleurs de tombes. Qu'est-ce qu'il avait préservé? Une ancienne malédiction ou simplement la chance? Et au centre de ce calme, dans l'ombre des millénaires, il se tenait là. Le sarcophage, immense, majestueux, un témoin silencieux. Sa surface, peut-être autrefois décorée, était maintenant sobre, mais il se tenait là, énorme et mystérieux, gardant son secret à l'intérieur. Qui reposait ici avec une telle splendeur? Quelle vie était si importante pour être scellée à jamais dans ce lit de pierre? Autour de lui, comme des fragments d'une gloire passée, gisaient des débris. Des morceaux de panneaux dorés. Autrefois, ils devaient briller à la lumière des torches, racontant la vie et la mort de la personne enterrée ici. Maintenant, ce n'étaient que des morceaux de métal tordus, rappelant que même la plus grande splendeur est fragile face à l'éternité. Mais la découverte la plus touchante, la plus déchirante, nous attendait. Pas seulement de la pierre et de l'or. Il y avait des restes. Pas de simples trouvailles archéologiques, mais les ombres de vie qui s'étaient éteintes il y a si longtemps. Les restes d'une femme adulte. Et à côté d'elle, les restes d'un enfant. Le cœur se serra à cette vue. Une mère et son enfant, enterrés ensemble dans ce tombeau incroyablement riche, mais si triste. Que leur était-il arrivé? Une maladie? Un accident tragique? Quelle histoire se cachait derrière cette scène poignante? Ce n'était pas seulement la découverte d'objets anciens. C'était une rencontre avec des âmes du passé. Une rencontre qui nous a forcés à nous arrêter et à nous souvenir que derrière tout l'éclat et l'or se cache le simple drame humain de la vie et de la mort. Cette chambre n'était pas juste un tombeau. C'était un monument à l'amour, à la perte et à un mystère, scellé pour toujours. Et maintenant, ce mystère commençait à nous parler. L'air à l'intérieur était dense, lourd, avec une odeur de terre et d'une incroyable antiquité. C'est comme si le temps lui-même s'était figé ici il y a 2000 ans, en attente. Lorsque le premier faisceau de lumière a percé l'obscurité du tombeau, une scène s'est révélée, capable de faire s'arrêter le cœur de n'importe quel historien. Devant eux, il n'y avait pas seulement des ruines du passé, mais des fragments tangibles de la vie de la plus grande reine du monde antique, Cléopâtre VII. Et au milieu de la poussière des siècles, au milieu de la majesté silencieuse de cette chambre, ils ont brillé, des artefacts capables de réécrire l'histoire. Imaginez ce moment. Les mains tremblantes de l'archéologue balayant doucement la poussière de ce qui semblait être un simple tas de terre. Et soudain, un éclat d'or. Pas de simples babioles, mais des objets de luxe et de pouvoir, dignes d'un pharaon. Des boucles d'oreilles en or, des bracelets, de magnifiques pendentifs. Chaque objet témoignait de l'incroyable richesse de Cléopâtre, de son statut, de sa volonté de s'entourer de beauté. Ce ne sont pas de simples bijoux. Ce sont des preuves d'une époque où l'or n'était pas seulement un métal, mais un symbole de pouvoir divin. Qu'est-ce que ça fait de toucher ce qui, peut-être, a touché sa peau? De sentir le poids de ce qu'elle portait chaque jour? C'était plus qu'une découverte, c'était un plongeon dans le passé, au cœur même de sa légende. Et puis, les amulettes.
Pas de simples objets, mais de petits artefacts d'une importance incroyable portant le nom de Cléopâtre. Ces amulettes personnelles, destinées à la protéger dans la vie et après la mort. Certaines portaient même ces images, peut-être pas exactes, mais les traits reconnaissables de la reine dont le regard pouvait changer le destin des empires. Que pensait-elle en les tenant? Quelles prières murmurait-elle en demandant l'aide des dieux? Ce ne sont pas de simples objets rituels. Ce sont des preuves directes de sa présence, de ses craintes et de ses espoirs personnels, enfermés dans la pierre et le métal. Chaque amulette est un narrateur silencieux de sa vie. Et au milieu de tout cela, un vase en or. D'une beauté incroyable, couvert de symboles et de hiéroglyphes. À quoi servait-il? Pour des huiles sacrées? Pour des rituels funéraires? Ou contenait-il quelque chose de bien plus précieux, un secret que Cléopâtre a emporté avec elle? Ce vase est une véritable énigme, brillant d'or et gardant le silence. Quels rituels ont été pratiqués avec lui? Quelles paroles ont été prononcées dessus? Sa découverte n'est pas une simple chance. C'est un défi pour les chercheurs, un appel à résoudre les dernières énigmes de la plus célèbre reine d'Égypte. Mais peut-être que la découverte la plus personnelle, la plus touchante, fut une simple bague en bronze. Pas en or, pas avec des pierres précieuses, mais une bague en bronze ordinaire avec un portrait. Son portrait, pas l'image idéale des pièces de monnaie, mais une image qui, peut-être, montrait ses vrais traits. Comment était son regard? Qu'exprimaient ses yeux, gravés dans le métal? Pensez-y, elle aurait pu porter cette bague tous les jours, elle faisait partie d'elle, c'était peut-être la dernière chose qu'elle a vue sur sa main. Ce n'est pas le portrait d'une souveraine, c'est peut-être le visage d'une femme, avec ses pensées, ses soucis et son immense force de caractère. C'est une confrontation directe avec elle, après 2000 ans. Et enfin, une épingle à cheveux. Un simple objet du quotidien, mais quel objet? Dessus, les titres de Cléopâtre. Pas seulement son nom, mais les mots qui proclamaient son origine divine, son lien avec les grands dieux, son pouvoir sur l'Égypte. Bien-aimé de la déesse Isis, fille du dieu Ra. Ce petit objet, qui tenait ses célèbres boucles, portait sur lui tout le poids de son statut royal et divin. Il nous rappelle qu'elle n'était pas seulement une politicienne et une amante, mais une divinité vivante pour son peuple. Tous ces objets, trouvés au même endroit, ne sont pas une simple collection d'antiquités. Ce sont des preuves irréfutables, qui crient depuis les profondeurs des siècles. Ils nous relient directement à Cléopâtre, à sa vie, à sa mort et à ses derniers instants. Ils nous obligent à revoir tout ce que nous savions d'elle. Était-ce son tombeau? Avons-nous enfin trouvé le dernier lieu de repos de la légende? Ces artefacts ne sont pas seulement la découverte du siècle. Ils sont la clé de l'un des plus grands mystères de l'histoire, une chance de regarder au cœur du monde antique et de voir le visage de la reine dont le nom survit depuis des milliers d'années. C'était un triomphe, ou seulement le début d'une nouvelle histoire, encore plus incroyable? Et là, dans l'obscurité totale des siècles, au milieu de la poussière et des ombres oubliées. La main d'un archéologue a touché quelque chose d'incroyable. Ce n'était pas un simple objet, mais un message du passé, scellé dans le temps. D'abord, un papyrus est apparu, fragile comme une feuille d'automne, couvert de signes qui ont immédiatement provoqué à la fois le choc et l'émerveillement. Des symboles inconnus et sinueux se mêlaient à des signes reconnaissables, comme si deux mondes différents s'étaient rencontrés sur une seule feuille. Et puis, plus profondément, ils l'ont trouvé, un énorme sarcophage, couvert des mêmes symboles mystérieux et effrayants. C'était comme voir une clé sans savoir où se trouve la serrure, ou une serrure sans avoir la clé. L'énigme a bruyamment annoncé sa présence. Les scientifiques du monde entier étaient stupéfaits. Devant eux, il n'y avait pas simplement une écriture ancienne, mais, comme il est vite devenu clair, quelque chose de bien plus astucieux. Les textes trouvés sur le papyrus et sur la surface froide du sarcophage semblaient utiliser deux alphabets complètement différents. L'un était familier, l'autre totalement étranger et même un peu inquiétant. Rien que cela était un événement sans précédent. Qui pouvait écrire dans une telle langue? Et surtout, pourquoi? Mais la surprise n'était qu'un début. Lorsque les scientifiques ont commencé à étudier ces écrits, ils ont compris, ce n'était pas un simple texte. C'était un code extrêmement complexe à plusieurs niveaux. Les secrets se superposaient, chaque symbole pouvait signifier autre chose que ce qu'il paraissait, et chaque phrase était une énigme astucieuse. Imaginez un labyrinthe où chaque mur est un nouveau code, et la sortie ne mène qu'au couloir suivant, encore plus compliqué. Ce n'était pas une simple écriture, c'était une forteresse d'informations, construite par un génie de l'Antiquité pour protéger ses secrets. Et cette forteresse semblait imprenable. Une véritable bataille d'esprit a commencé. Les meilleurs cryptographes, linguistes et historiens ont défié cette ancienne énigme. Les jours passaient, les semaines, les mois, se transformant en années de supplice. D'innombrables hypothèses se sont brisées contre le mur de ce code.
Les scientifiques ont essayé différentes méthodes de déchiffrement, mais l'ancien maître des codes semblait les avoir toutes anticipées. Chaque nouvelle théorie menait à une impasse, chaque lettre apparemment déchiffrée n'était qu'un autre piège. La frustration grandissait, la tension était palpable, ce texte semblait se moquer des plus brillants esprits de notre temps. C'était une véritable humiliation pour la science, un défi qu'elle ne parvenait pas à relever. Que se cachait-il derrière ces couches de chiffrement? Étaient-ce des connaissances capables de changer notre compréhension de l'histoire? Ou une vérité terrifiante qui ne devait jamais être révélée? Les enjeux étaient très élevés. La recherche de la clé du code est devenue une obsession. On la cherchait partout. Dans d'autres objets pas encore étudiés, dans des mythes oubliés, dans la position des étoiles, n'importe où, pourvu de trouver un moyen de dénouer ce nœud de mystère. Mais le temps passait et le sarcophage et le papyrus gardaient toujours leur secret, enveloppés dans un double alphabet et un code impénétrable. L'énigme restait non résolue, comme un phare de sagesse ancienne ou une malédiction ancienne, attendant son heure jusqu'à ce que quelqu'un trouve enfin la bonne clé. Et personne ne savait quand et où cette clé serait trouvée. Mais le monde attendait, retenant son souffle, prêt au choc que le déchiffrement de ces messages mystérieux apporterait. Le travail sur le site de fouille était terminé, mais la véritable bataille pour le passé ne faisait que commencer. Les chercheurs sont passés des ruines ensoleillées au silence stérile et froid des laboratoires. C'est ici, sous la lumière crue des lampes, qu'ils devaient percer les secrets les plus intimes de l'Antiquité. Chaque fragment d'os, chaque objet assombri par le temps portait en lui non seulement de l'information, mais un cri silencieux de l'histoire, qui attendait d'être entendu. Imaginez cette scène, des restes fragiles, vieux de 1000 ans, soigneusement extraits du tombeau, reposent maintenant sur une table de laboratoire. Ils semblent presque ne rien peser, mais le poids de l'histoire qu'ils renferment est énorme. Et la première chose à faire était de leur insuffler la vie, de les faire raconter leur histoire. Des tests de laboratoire ont commencé, ressemblant à une véritable enquête scientifique. L'attention principale a été portée à l'analyse des restes humains. Il ne s'agissait pas seulement de déterminer le sexe ou l'âge approximatif par les os. Non, les scientifiques voulaient regarder beaucoup plus profondément. Au cœur même de la vie, dans l'ADN. À partir de minuscules particules de tissu osseux, peut-être même de la racine d'une dent ancienne, ils ont essayé d'extraire ce code de la vie. Les enjeux étaient très élevés. L'ADN fragile avait-il survécu pendant des milliers d'années? Serait-il possible de le lire? Car chaque molécule pouvait détenir la clé de l'identité de cette personne. Son origine, ses liens de parenté, même la couleur de ses yeux ou de ses cheveux. C'était une chance non seulement de savoir qui était enterré ici, mais de lui redonner littéralement un nom depuis l'abîme du temps. Qu'est-ce que ça fait de tenir une éprouvette en sachant qu'elle contient peut-être l'écho d'un cœur qui a cessé de battre il y a des milliers d'années? En même temps, un autre processus important était en cours, la datation. L'analyse au carbone 14, ce compteur de temps invisible, est devenu le principal allié des scientifiques. Chaque atome de carbone dans les restes organiques se désintégrait à une vitesse précise, mesurant le temps écoulé depuis la mort. Mais obtenir une date précise n'est pas une mince affaire. C'est un travail extrêmement complexe avec des isotopes, qui exigent la plus haute précision et les équipements les plus modernes. Une erreur de calcul pouvait renvoyer les scientifiques des centaines d'années en arrière ou en avant et fausser complètement l'image. La tension était énorme jusqu'à ce que les appareils affichent les premiers chiffres. Et, bien sûr, le régime alimentaire. Que mangeait cette personne? D'où venait sa nourriture? L'analyse des isotopes dans les eaux pouvait raconter l'histoire incroyable de sa vie. Était-ce un habitant local ou venait-il de loin? Mangeait-il du poisson et des fruits de mer ou ce qui était cultivé dans les champs? Ce n'est pas seulement le menu d'une personne ancienne, c'est une information sur son mode de vie, ses voyages, sa position dans la société. Pensez-y, un minuscule morceau d'os, et il peut raconter des voyages lointains ou un dur labeur. Mais il n'y avait pas que les restes qui pouvaient parler. Les artefacts contenaient aussi des messages étonnants. Prenez l'or, ce métal noble, qui brillait dans l'Antiquité aussi vivement qu'aujourd'hui. Sa composition chimique pouvait révéler d'où il venait. Était-ce de l'or local ou avait-il été apporté de loin par des routes commerciales inconnues? Chaque impureté, chaque oligo-élément est une trace laissée par les anciens artisans, qui pourrait indiquer leur savoir-faire ou même leur appartenance à un peuple particulier. Et les colorants, ces mêmes peintures qui décoraient les murs anciens, la céramique ou même les visages des guerriers. Leur analyse est comme un voyage sur les anciennes routes commerciales. D'où venait le lapis-lazuli bleu? Où extrayait-on l'ocre rouge? C'était le passeport chimique de la couleur, qui révélait les liens entre des terres lointaines, l'ampleur du commerce ancien et le niveau de technologie. Et les résines, des substances mystérieuses, souvent collantes, utilisées pour tout.
de la fixation des pointes de flèche à l'embaumement. Leur analyse permettait de déterminer de quelle plante provenait la résine, et donc, d'où elle venait. Était-ce du pain local ou de l'encens exotique de pays lointains? Chaque résine est un morceau figé dans le temps d'un ancien rituel, d'un artisanat ou d'un voyage. L'utilisation de ces méthodes d'analyse modernes était une étape risquée mais nécessaire. Ce n'est pas juste de la science, c'est de l'archéologie de haute technologie qui lève le voile sur des millénaires. Chaque analyse réussie était une victoire, chaque échec un coup dur. Mais ce sont précisément ces recherches, ces enquêtes moléculaires et chimiques, qui ont commencé à lever le voile sur l'identité des personnes qui ont un jour vécu, aimé, souffert et sont mortes sur cette terre. Elles ont commencé à transformer des faits bruts en une histoire vivante et dramatique. Et voilà, après de longues années de recherche, de fouilles éprouvantes sous un soleil de plomb et d'un travail minutieux dans le silence des laboratoires, le monde était suspendu. Le mystère, enveloppé de siècles de poussière et de mythes, allait-il enfin être révélé? Dans les centres scientifiques feutrés, où l'air vibrait de tension et d'espoir, les scientifiques se penchaient sur des instruments qui pourraient changer notre compréhension de l'histoire. Là, parmi les éprouvettes et les ordinateurs, se trouvaient des fragments du passé, des os, qui semblaient ordinaires, mais qui portaient en eux une histoire incroyable. Le moment le plus excitant fut la réception des premiers résultats de l'analyse ADN. Imaginez la scène, sur l'écran d'un ordinateur apparaissent lentement des lignes de code génétique. Et chaque lettre est un murmure venu des profondeurs des siècles. Et soudain, parmi des millions de symboles, une séquence familière apparaît. L'analyse a montré non pas une simple coïncidence, mais une ressemblance stupéfiante, presque impossible, avec les marqueurs génétiques de la dynastie royale des Ptolémées. C'était cette même lignée de souverains ancienne et légendaire, qui s'est terminée avec la femme la plus célèbre de l'histoire. Mais ce n'était que le début. La conclusion la plus frappante était ailleurs. Le code génétique indiquait un lien de parenté entre les restes de la femme adulte et de l'enfant, trouvés ensemble. Et, chose encore plus incroyable, ce code contenait des particularités que les chercheurs n'osaient associer qu'à un seul nom, Cléopâtre VII, la dernière reine d'Égypte, et l'un de ses enfants. Les cœurs des scientifiques se sont arrêtés. Est-ce que c'était vraiment possible? Est-ce que ces mêmes personnes, dont le destin était lié à celui d'empires entiers, reposaient ici, sous la forme de ces humbles os? Mais un seul indice, même aussi stupéfiant, ne suffisait pas. L'histoire exige des faits irréfutables. C'est là qu'un autre outil puissant est intervenu, l'analyse isotopique. Cette méthode permet de connaître le régime alimentaire, le mode de vie et même le lieu de naissance d'une personne en étudiant la composition chimique de ses os. Et une fois de plus, les résultats ont été incroyables. Les traces isotopiques dans les os ont confirmé ce que l'ADN suggérait. La femme et l'enfant avaient passé la majeure partie de leur vie en Égypte, mangeant de la nourriture locale et buvant l'eau du Nil. Ces données correspondaient parfaitement à ce que nous savons de la vie de Cléopâtre et de ses enfants, qui ont grandi à la cour d'Alexandrie. Imaginez cet ensemble de preuves, un code génétique qui parle de parenté avec une grande dynastie, et un passeport chimique qui confirme une vie au cœur même de leur empire. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est une incroyable harmonie de la science, où l'ADN et les isotopes ont parlé d'une seule voix, pointant vers la même vérité, presque impensable. Les enjeux étaient incroyablement élevés. Confirmer cette théorie signifierait non seulement la découverte du siècle, mais une révolution complète dans notre connaissance des derniers jours de Cléopâtre et du destin de ses enfants. C'était un pas au bord de la sensation et de la révolution scientifique, un moment où une ancienne énigme semblait prête à se révéler et à montrer au monde le visage de la plus célèbre des reines. Sommes-nous vraiment sur le point de résoudre l'un des plus grands mystères de l'histoire? Une explosion, ce fut l'effet d'une véritable bombe médiatique qui a retenti dans le monde entier. Oubliez la diffusion lente des nouvelles, ce fut une véritable avalanche qui a tout balayé sur son passage. Une petite découverte, un murmure silencieux de l'Antiquité, s'est transformé en un grondement assourdissant qui a fait trembler la planète entière. En un instant, ce lieu a cessé d'être un simple site archéologique. Il est devenu un champ de bataille, l'épicentre d'une tempête qui a submergé les scientifiques, les historiens et les gens ordinaires. Et voilà la bataille principale, les géants de la science contre la foi, le doute contre le miracle. D'un côté, ceux qui soutenaient la découverte. Ils y voyaient la confirmation des théories les plus audacieuses, sentaient le souffle de l'histoire et étaient prêts à croire à l'incroyable. Leurs yeux brillaient d'anticipation. De l'autre côté, toute une armée de sceptiques, gardiens stricts de la méthode scientifique. Ils exigeaient des preuves à 100% et se moquaient de toute allusion à la sensation. Leurs arguments étaient tranchants et leurs regards, froids. Imaginez ces débats,
dans les universités, dans les pages des magazines, à la télévision. Ce n'était pas une simple discussion, c'était une guerre pour la vérité, où les réputations, les carrières et notre propre compréhension du passé étaient en jeu. La tension était si grande que le calme du temple a instantanément disparu. Le lieu, où travaillaient il y a peu seulement quelques personnes, s'est transformé en forteresse. Le long des ruines anciennes, des hommes en uniforme sont apparus, armés et vigilants. Le renforcement de la sécurité n'était pas anodin. C'était la reconnaissance que la découverte était devenue inestimable et vulnérable, convoitée par trop de gens. Désormais, chaque pierre, chaque inscription était sous surveillance 24 heures sur 24, comme un trésor capable de changer le monde. C'était une mesure nécessaire, mais elle a créé le sentiment que l'on n'était plus un chercheur, mais un gardien. Et bien sûr, où il y a une sensation, il y a du monde. Le temple est devenu un aimant pour tous les curieux. Du monde entier, des observateurs ont commencé à affluer, scientifiques, journalistes, touristes et simples badauds. Ils se tenaient derrière les barrières, essayant d'apercevoir le lieu dont tout le monde parlait. Et la presse, oh, la presse est venue chercher son dû. Des reporters avec des micros, des caméras, des drones, ils ont encerclé le périmètre, exigeant des interviews et cherchant avidement la moindre information. Le lieu de travail tranquille s'est transformé en cirque, en un spectacle sans fin où chacun de vos pas et de vos mots était sous les feux des projecteurs. Les chercheurs, habitués au silence et à la concentration, se sont soudainement retrouvés sous les projecteurs, obligés de répondre à des questions incessantes et parfois absurdes. Mais le pire a commencé au sein de l'équipe. La pression extérieure, les demandes constantes, la critique, l'attention du public, a commencé à diviser l'équipe. Les désaccords internes, qui n'étaient auparavant que de calmes conversations autour d'un café, se sont transformés en véritables conflits. Certains voulaient tout publier immédiatement, au risque de se tromper. D'autres exigeaient de longues années de vérification, craignant de ruiner leur réputation. La suspicion et la méfiance sont apparues. Les chuchotements dans le dos se sont transformés en querelles ouvertes. L'équipe, qui aurait dû être un front uni, a commencé à se déchirer. Et par-dessus tout cela, il y avait la pression extérieure, des politiciens, des groupes religieux, des scientifiques concurrents. Tous voulaient utiliser cette découverte à leur propre fin. Ce n'était plus un simple projet archéologique. C'était devenu une bataille pour le contrôle de l'histoire, et les enjeux étaient incroyablement élevés. Le Caire, une ville qui ne dort jamais, s'est figé dans l'attente. Mais pas pour les touristes qui voulaient voir les pyramides, mais pour un petit groupe de personnes, réunies à huis clos dans une salle du ministère des Antiquités. Ici, au cœur même de l'Égypte, le moment décisif devait arriver. L'air était électrique, mêlant espoir et scepticisme. Imaginez la scène, les regards des meilleurs archéologues, historiens et généticiens du monde entier sont tournés vers un petit groupe de chercheurs qui ont eu la chance de faire une découverte capable de changer les manuels d'histoire. Ce n'était pas une simple conférence scientifique, c'était le jugement de la sensation du siècle. La présentation a commencé, et chaque mot, chaque diapositive était comme un coup de marteau. Les généticiens ont montré les données ADN, des preuves claires et choquantes qui liaient la découverte à une époque que l'on croyait à jamais perdue. Ce n'était pas un simple ensemble de lettres, c'était le passeport génétique de l'Antiquité, qui a murmuré un incroyable secret. Puis les linguistes ont pris la parole. Des mois de travail acharné, des nuits blanches sur des fragments de texte que l'on croyait illisibles, ont abouti à un résultat surprenant. Les codes ont été déchiffrés. L'ancienne langue s'est mise à parler, révélant des détails à couper le souffle. C'était comme entendre une voix venue des profondeurs des siècles, un récit de ce que l'humanité avait oublié depuis longtemps ou n'avait jamais su. Ensuite sont venus les résultats de la datation. Pas approximatifs, mais précis, obtenus par plusieurs méthodes différentes. L'analyse au carbone 14, la thermoluminescence, chaque chiffre disait la même chose. Cet artefact avait été créé à une époque que l'on croyait presque mythique. Et enfin, l'analyse chimique. La composition des matériaux, des peintures, même des plus fines particules de poussière, tout indiquait une origine et des technologies qui, selon les connaissances modernes, ne pouvaient tout simplement pas exister à cette époque. C'était un défi à toute la science, une preuve directe que nous ne savions du passé qu'une infime partie. La tension a atteint son paroxysme. Les sceptiques posaient des questions, essayant de trouver la moindre faille, la moindre erreur qui pourrait détruire ce tableau grandiose. Mais les preuves étaient complètes et solides. Et voilà, le moment historique est arrivé. Le ministre des Antiquités s'est levé. Sa voix était calme, mais on pouvait lire dans ses yeux qu'il comprenait l'ampleur de l'événement. La déclaration officielle, courte, mais elle a retenti comme un coup de tonnerre. La découverte est reconnue comme authentique. Ce n'était pas une simple reconnaissance,
c'était le début d'une nouvelle ère dans notre compréhension de l'histoire de l'humanité. L'étape suivante, inévitable et nécessaire, fut la fermeture immédiate du temple, le lieu où cette incroyable découverte avait été faite à tout public. Pas pour des raisons de secret, mais pour une protection totale. Pour préserver chaque centimètre de ce territoire inestimable, pour mener des recherches approfondies et sans hâte, qui étaient désormais possibles. Ce n'était pas la fin de l'histoire, ce n'était que son début triomphal. Dans le monde entier, les principaux centres de recherche ont reçu le feu vert. De nouveaux programmes de recherche sans précédent ont commencé. Généticiens, linguistes, physiciens, chimistes, les meilleurs esprits de la planète se sont unis pour étudier cette incroyable découverte. Le mystère, enterré il y a des milliers d'années, a enfin vu le jour, et le monde ne sera plus jamais le même.